Cette année-là, on ne sort pas un post Instagram de l'année. On fait plus de story, on fait plus rien, on fait rien sur Insta. On a fait x2 en chiffre d'affaires. Vous fonctionnez sans agence. Ça, c'est un truc qui Ouais. m'a un peu marqué quand on a Ouais. discuté. Tu peux nous expliquer un peu pourquoi vous décidez de tout internaliser? Au final, entre les premiers protos et la mise sur le marché, il y aura eu 2 ans. Ah, donc c'est des cycles de développement assez longs. Tu peux pas te permettre d'avoir un Non, mais senior c'est qui manage et qui est pas foutu de Ouais, faire de c'est- l'opérationnel, ouais, quoi. exactement. Ouais. Là, c'est une année de stabilisation. Après, vous voulez passer d'ici 3 ans les 10 millions à peu près. Ouais, ça va être le but. Qu'est-ce que vous allez changer dans votre organisation interne pour y arriver? Amazon, je trouve ça fascinant. T'as un côté un peu jeu, tu vois, c'est gamifié. Tu fais des actions et dans la semaine, tu peux voir les résultats. Nous, on n'aurait jamais fait la croissance qu'on a sans Amazon. Quand t'es au tout début, tu peux lancer un produit qui est bon à 80%. Là, maintenant qu'on est installé, qu'on bosse avec les magasins, on peut plus se permettre de faire un produit qui est pas... Mais tu peux pas aller voir Decathlon et au final... et avoir un truc qui est ok, mais pas ouf. Non, il faut que ce soit ouf. Et c'est ça qui est dur. Michael Weiss est le cofondateur de ShapeArt. ShapeArt, c'est des supports de téléphone magnétique que tu peux prendre pour ton vélo, pour de la moto, ou quand tu vas courir, tu peux te l'accrocher sur le bras. Aujourd'hui, ils réalisent 4 millions de chiffre d'affaires avec une équipe de 6 personnes, et aujourd'hui, ils sont distribués dans 5000 points de vente en Europe, comme par exemple chez Decathlon. Dans cet épisode, on va découvrir comment ils sont organisés en interne, les coulisses d'un business de distribution physique, et comment ils préparent le passage au palier suivant de 4 millions à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en 3 ans. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Michael, bienvenue dans Sous le capot. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Je t'ai découvert sur LinkedIn. Ouais. Je sais pas, l'algo m'a montré certains de tes posts et je me suis dit, c'est super intéressant. Vous êtes une équipe de 6 personnes, vous faites 4 millions de chiffre d'affaires, vous travaillez avec beaucoup de distributeurs aussi. Dans le B2B. Et du coup, je me suis dit, il fallait absolument qu'on creuse un peu tout ça et je voulais ouvrir un peu le capot de cette boîte pour comprendre comment elle fonctionne de l'intérieur. Pas de souci. Donc ouais, déjà pour commencer, vous êtes organisé comment dans ton équipe avec les 6 personnes? C'est quoi un peu votre structure? Ouais, donc chez ShapeArt, on est donc 2 associés, Antoine et moi-même. Donc Antoine, lui, gère toute la partie production, produit, admin, on va dire, grosso modo. Moi, je vais gérer toute la partie acquisition. Donc je gère toutes les régies, Meta, Google, TikTok, influence. Voilà, à peu près. Je gère toute la partie B2B également. Okay. Donc toute la relation avec la distribution, que ce soit des magasins, des grandes chaînes ou des distributeurs, des importateurs dans chacun des pays. Donc en gros, on se répartit un peu les deux gros postes comme ça. Ensuite, on a deux CDI temps plein avec nous. Luna qui gère toute la partie création de contenu. Okay. Parce que l'acquisition, nous, sur nos types de produits, donc sur de l'accessoire, dans l'univers de vélo, moto, running, la partie création de contenu, la partie création vidéo est hyper importante. Et sur Meta, c'est de plus en plus important. Donc elle est vraiment dédiée à ça. On a Chris qui gère toute la partie site, Shopify, CRM. On est aidé en fonction des périodes de stagiaires ou d'alternants sur des missions très marketing. Et après, on a 2 freelances qui sont là plus ou moins à mi-temps ou à temps plein selon les périodes. On a un ingé qui nous aide à faire tout ce qui est développement produit, toutes les 3D, et vraiment faire le lien entre nous, ce dont on a besoin, et la production pure et dure. L'usine, quoi. Et vraiment l'usine, ouais. Okay. Et on a une personne, là, c'est tout neuf, ça fait quelques jours. On a une personne en freelance au SAV aussi. Okay. Donc, on va dire, c'est grosso modo, ça fait 6-7 personnes à temps plein sur la boîte. Ok, ouais. Et du coup, vu que c'est une petite équipe, vous avez des routines en place ou pour vos équipes ou pas trop? Vous êtes un peu... Et pas trop, pas en vrai. Trop, ouais. Non, en fait, on laisse beaucoup de liberté, beaucoup d'autonomie, parfois trop, mais c'est le jeu. Non, on aime bien... l'analogie qu'on fait souvent, c'est dire un peu, c'est comme avec les parents, dire que nous on donne la confiance, et puis plus ça se passe bien et plus tu vas avoir de responsabilités, de nouvelles missions, mais on veut fonctionner en transparence et en confiance. C'est vraiment comme ça qu'on veut le faire. Et ça, forcément, ça marche avec certains profils, ça marche moins bien avec d'autres.
Donc nous aussi, on apprend là-dessus. Mais non, on laisse quand même beaucoup faire. En même temps, On ça essaye. responsabilise aussi. Donc, Ouais, ça responsabilise, mais il y a un moment, il faut quand même. C'est pas. Enfin voilà, même s'il y a beaucoup de confiance, il faut quand même suivre, il faut Ouais, quand même c'est ça. piloter, Ouais, il faut ouais. quand même manager. Et puis surtout, il y a certains aspects de nos métiers sur lesquels on est expert. Mm. Et donc, on a des choses aussi à dire, à apprendre, à transmettre. Et c'est vrai que parfois, parfois, ouais, on manque un peu de cadre, mais ça fait partie des choses qu'on est en train de mettre en place. Là, depuis, je dirais, 6-8 mois, où on essaye de passer un cap à ce niveau-là. Ouais. Parce que qu'est-ce qui vous a amené à vouloir un peu plus structurer? C'est qu'il y a eu de la charge mentale, des ratés, Ouais, alors il y a pas mal de choses. Il y a le côté charge mentale, Mm. où c'est vrai que parfois, quand tu ne structures pas assez, bah en fait, oui, tu as de l'aide, mais tu as toujours la charge mentale. Ouais. Et franchement, il y a des missions où la charge mentale, j'ai pas besoin de l'avoir, quoi. Oui. Y a aucun, enfin, je devrais pas l'avoir. Euh, donc ça, c'est un sujet. Après, on a eu, je sais pas si on appelle ça des ratés ou pas, mais il y a eu des personnes avec qui ça a pas fité. Mm. Et en fait, c'est con, mais ça crée de la tension des deux côtés. À la fois chez nous, parce que du coup, on n'est pas satisfait de ce qu'on a comme Du rendu résultat, et comme ouais. exécution. Et de la part de l'employé, on n'a pas non plus de satisfaction parce que ou elle se dit, bah ouais, mais moi, en fait, Je fais mon max. je fais mon max et je comprends pas trop et je Ouais. sais pas où on va. Donc c'est un peu ce double, ce double enjeu aussi où t'es insatisfait des deux côtés. Ouais. Et c'est pas évident. Ouais, pour bien communiquer les exigences. Ouais, et puis on en revient en fait qu'on soit une petite équipe. Ouais. Donc c'est pas comme si on pouvait, c'est pas comme si on s'évitait dans la journée. On se voit tout le temps, on est là et la communication elle est en permanence. Ouais. Donc mine de rien, quand tu as des tensions sur un point de vue vraiment tâche, exécution, c'est vachement dur de faire l'abstraction et de manger ensemble à midi et de Ouais, faire ouais. genre, Genre, tout va bien, c'est Ouais, génial. ouais, ouais. Donc il y a ça et après il y a aussi des ratés quoi. Des Ouais. fois il y a des ratés, dans le passé on a eu des trucs. Et puis nous ça va très vite, que ce soit un raté sur le site internet, que ce soit un raté sur Amazon, bah, tu peux très vite perdre plusieurs milliers de chiffres d'euros par jour. Ouais, c'est un impact direct. L'impact il est direct Ouais. et c'est ça qui est vachement dur, c'est que parfois tu fais des choses, tu vois pas forcément l'impact positif. Par contre l'impact négatif, il est immédiat et c'est des chiffres. Tu peux pas mentir, tu peux rien faire. Donc ça c'est un peu, ça fait un peu partie on va dire ouais c'est les 3 points qui nous ont fait un peu le déclic de se dire bon faut peut-être mieux accompagner, faut peut-être mieux faire les choses ou différemment en tout cas. Pour éviter ce genre de déconvenus. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est quoi un peu que vous mettez en place? C'est des process, vous dites on doit parler de ces sujets-là une fois par semaine ou c'est comment? Alors on a bien cadré les missions aussi et les fiches de poste parce que en fait, moi c'est un truc que je vois souvent chez mes clients, c'est on se dit oui, bah, on sait ce sur quoi chacun travaille et au final tu le fais. Et en fait, tu te dis, ah ouais, mais en fait, on n'était pas d'accord là-dessus. Enfin, ouais, souvent, c'est... Et nous, on a un désavantage, enfin, c'est un avantage et un désavantage, mais le fait d'être 2 fondateurs et sur lequel il y a quand même certains rôles sur lesquels on a tous les 2 notre mot à dire. Ouais. Typiquement, sur la partie site internet, Ouais. on associe un œil sur la DA et sur la partie process et technique, quand moi, je gère toute l'acquisition. Donc, la personne qui gère le site, elle a quand même un peu deux sons de cloche qui peuvent être parfois différents. Ouais. Parce que Oui. moi, j'ai un profil beaucoup plus business, mon associé ingé. Bah, c'est aussi ce qui fait notre force. Oui, non, c'est c'est d'être ça. câblé différemment. Ouais. Mais en même temps, pour nos employés, des fois... c'est 2 sons de cloche différents, quoi. Et voilà. ça peut être contradictoire en soi. C'est parfois, pas mauvais, en fait. Parce que non. Mais parfois, c'est contradictoire. Ouais, et donc, du coup, c'est comment on fait, on va où, du coup. Ouais. Donc ça, on sait que c'est... ça, c'est un sujet qui n'est pas évident parfois d'être 2 sur un même sujet. Nous pose quand même pas des soucis, mais ça peut créer de la confusion. Ok. Ouais. Ok, ouais. Et du coup, comment est-ce que vous faites du coup pour garder tout le monde aligné aussi, tu vois, sur la dynamique, sur les objectifs, etc. Enfin... Du coup, on a reclarifié donc ces fiches de poste et en fait, on a resserré un peu plus les périmètres. Ok, ouais. Et c'est là où être une petite équipe
c'est bien parce que en fait, la rentabilité, elle vient de là, hein. Mm. Si tu as trop de masse salariale, enfin, tu flingues ta rentabilité. Et sur des petites boîtes comme les nôtres, c'est le nerf de la guerre. Il faut générer du cash pour pouvoir continuer d'investir et de grossir. Donc on a toujours fait attention à ça, mais là on resserre. C'est pour ça que tu vois, typiquement, le SAV, on a pris un freelance. Ouais. Le développement produit, notre ingé qui a toujours été avec nous depuis le début, là on a pris beaucoup plus d'heures avec lui. Il est à temps plein depuis quelques semaines, quelques mois, justement pour que chacun se resserre sur vraiment ses missions centrales. Ça c'est hyper important. Et après pour aligner tout le monde, l'autre sujet, on essaye de faire, on fait une réunion par mois où on fait un peu la business review sur les chiffres, ce qui s'est passé. Chacun présente du coup son périmètre aussi. Ça, c'est quelque chose qui est assez efficace. Ouais, comme ça, tout le monde est au courant de tout, toutes les informations circulent bien. Et après, nous, on est aussi... tout le monde vient au bureau. Ouais. On a nos bureaux dans Paris, on a des bureaux qui sont assez agréables. Et en fait, tout le monde vient. Ouais. Tout le monde a le droit de faire du TT, mais tout le monde vient au bureau. Donc, il y a quand même aussi beaucoup de petites discussions informelles. Ouais, qui fluidifient tout au final. Quand même beaucoup. Hein. Bah ouais, non, c'est sûr. Hein. Quand même beaucoup. Alors oui, on pourrait faire des points hebdo, mais c'est vrai qu'il y a plein de petites discussions ou des sujets. Tu vois, je te prends un exemple tout con. Là, on a reçu plein de nouveaux échantillons sur les nouveaux produits. En fait, le colis, il arrive, on l'ouvre devant tout le monde. Tout le monde est au courant qu'il y a des tout le monde est au produits. courant et du coup, on se les passe. Alors après, ça peut avoir des effets où tout le monde est au courant qu'il y a le produit, mais sans être rentré dans la technique du produit. Donc c'est là où il faudrait faire un peu plus de boulot. Mais c'est vrai que d'être en présentiel, ça fluidifie quand même pas mal les choses. Ouais. Ok. Et toi, du coup, dans ton rôle, c'est quoi un peu les KPI que tu suis un peu, je sais pas, à la semaine, ou au mois, ou au jour peut-être même? Ouais, moi j'ai 3 niveaux de lecture. Il y a ce que je fais tous les jours. Ouais. Tous les jours, je vais vérifier que, notamment sur la partie online, l'acquisition se fait bien. C'est-à-dire qu'on a bien dépensé, que les chiffres ils sont pas déconnants. À la semaine, je vais regarder la rentabilité. Ok. Donc on a la rentabilité jour par jour, mais il y a tellement de volatilité sur un jour. Mais tu vas pas entre les ventes qu'on fait un samedi ou un dimanche, ça peut aller du simple au triple. Ouais. Voilà. Donc on fait attention à ça. Mais globalement, voilà, la rentabilité, on va dire la semaine. Et au mois, je vais vraiment aller regarder la rentabilité par BU, par pays. S'il n'y a pas de problème avant, je vais vraiment creuser à fond par mois. Donc ça, c'est vraiment sur la partie online. Et donc, je mets à la fois l'acquisition sur la partie online. J'ai deux gros domaines. On a toute la partie acquisition Meta Google. Et après, il y a toute la partie Amazon qui est à la fois complètement connectée et à la fois un peu à part. Parce que l'Ads, elle fonctionne un peu différemment. Et donc, c'est le gros boulot fil rouge. Parce qu'après, sur la partie B2B, j'ai pas de KPI que je vais suivre. Parce que c'est des cycles qui sont bien différents. Tu vois, nos gros distributeurs, ils achètent 2 fois dans l'année, ils savent le boulot qu'ils ont à faire. Ouais, tu peux pas vraiment l'interpréter, quoi. Enfin, non, moi je vais avoir une fois par mois, j'ai les stats du mois, ça. Mais c'est plus, je vais leur passer un coup de fil, on va échanger, mais puis on a des gammes courtes, donc on n'est pas à faire des animations commerciales avec, on pète pas nos prix, ce genre de choses. Donc c'est beaucoup de relationnel, de réseau, mais sur cette partie-là, j'ai pas des KPI. C'est pas un truc qu'on suit encore à la semaine en disant bah tiens, lui il a pas fait son objectif de la semaine, parce que ça fonctionne pas trop comme ça. Ok. Toi en fait, vous fonctionnez sans agence. Ça, c'est un truc qui m'a un peu marqué quand on a discuté. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi vous décidez de tout internaliser, toute la partie notamment acquisition? Ouais. Au début, tu le fais toi parce qu'en fait, t'as pas les. En fait, moi, c'est un truc qui me fait halluciner à chaque fois. Je vois des marques qui font 500 000, qui prennent des agences dans tous les sens. Mais en fait, d'une part, t'apprends pas. Et de deux, ta marge, quoi. Enfin, il y a un moment, t'as pas le choix, quoi. Faut mettre les mains dedans. Au début, tu fais tout seul. Alors, il peut y avoir des trucs hyper techniques. Tu te formes. Moi, je me forme, je rencontre des gens. Sur Meta, j'en ai bouffé des heures et des heures de vidéos YouTube, de youtubeurs américains.
mais je me suis payé des formations. Au début, tu n'as pas un rond, donc tu fais des formations sur Udemy. Ouais. Maintenant, on a plus d'argent. On prend encore des formations. Tu vois, actuellement, on est en formation avec une agence créa. Ouais. C'est plusieurs milliers d'euros sur quelques mois. Bah oui, on le fait. Mais en fait, on continue. Donc, on fait ça parce que, d'une part, il y a des raisons financières. Il y a des raisons d'apprentissage. Euh, et, et qu'en fait, il y a des périodes et il y a des steps où l'agence, elle fait pas forcément mieux, en fait. L'agence fait pas forcément mieux. Tu vois, nous, on a fait... je te prends un exemple sur Google. Ouais. On le faisait nous. Après, on a pris une agence pour le faire. On a pris une deuxième agence pour le faire. Aucune des deux n'a jamais réussi à faire mieux que ce qu'on faisait. Ouais, ok, ouais. On n'a pas fait mieux, hein. Ouais. Mais en fait... Ouais, et puis t'enlèves même... En fait, en soi, tu peux faire moins bien vu que t'as pas la marge et du coup, sur des managériale. petits budgets, tu vois, on doit dépenser à peu près un peu moins de 100 000 balles par an sur Google. Ouais. Bah, ton agence, elle va te coûter 15 points. Bah, déjà, ça veut dire que je peux faire 15% de moins, quoi. Ouais. Donc après, ça dépend de ton temps, ça dépend de plein de choses. Mais là, oui, effectivement, en ce moment, on n'a pas d'agence. Ça ne veut pas dire qu'on n'en aura pas dans le futur. Ou, tu vois, la dernière année, on a eu une agence sur la partie media buying. Ouais. On a arrêté pour le réinternaliser, parce que ça fait partie des sujets stratégiques. Mais ça c'est hyper important. Et d'autant plus que quand tu n'as jamais fait le métier, c'est vachement dur de manager une agence. Oui, parce que tu sais pas, tu connais pas les tenants et les aboutissants, quoi. Tu sais pas, c'est trop facile de dire à une agence, bah ouais, tes perfs, elles sont pas bonnes. Ouais, mais en fait, ça se trouve, elle est pour rien. Oui. Et de la même manière, tu vois, moi, dans mon champ de domaine, là, je le voyais sur Amazon, en mode, l'agence qui dit, ouais, les résultats sont géniaux. Bah non, en fait, tout le budget, il part sur le nom de la marque et sur les produits de la marque. Ok, ouais. Donc, en fait, c'est tout ce qui est fait en dehors qui ramène l'intégralité des ventes. Donc ça marche pas trop. Ça marche pas trop. Sauf qu'en fait, si tu connais pas, tu dis ah ouais, ok, c'est Amazon. Ça Donc marche c'est bien, pour quoi. ça que moi je suis partisan de dire il faut mettre les mains dans le cambouis, il faut comprendre. Et après, effectivement, ça dépend des périodes, ça dépend des projets, ça dépend de plein de choses. Mais en tout cas, tu regardes, tu prends une agence pour l'acquisition, tu as une agence créa, tu as une agence pour les mails, tu as une agence Shopify. Ouais. À la fin, t'es locataire de ton truc, quoi. Ouais. Et je vois pas comment... soit t'as 0 employé et tu bosses tu qu'avec des sous-traites. agences et Ouais, des c'est free, ça. et il y en a qui le font très bien. Ok, mais tu peux pas avoir les deux, quoi. Ouais, non, C'est... Bah, surtout, je pense mais je pense à une question un peu globale, c'est comment est-ce que tu arrives à garder le contrôle tout en en déléguant, quoi. Mais en même temps, en Ouais. fait, vu que le marketing, c'est quand même important, faut quand même que tu aies le contact avec le client. Enfin, Ouais, et je pense qu'il y a un truc sur lequel on est bon, c'est que on sélectionne bien les choses qu'on ne fait pas. Ouais. Ça aussi, en fait, tu veux tout faire. Tu vois, sur le marketing, tu peux dire, bah ouais, mais attends, il faut que je fasse du WhatsApp, il faut que je fasse du mail, il faut que je fasse du SMS, il faut que je fasse... Ouais, mais en fait, vraiment, à quoi ça sert? Ouais. À quoi ça sert? Est-ce que tu es un niveau de chiffre et de volume qui fait qu'aller grappiller les 1-2%, c'est vraiment le nerf de la guerre? Oui. Ou est-ce qu'en fait, c'est de te faire connaître, de faire Ou est-ce que tu peux juste appuyer beaucoup plus fort sur Meta, ouais, ou c'est ça, ouais. lancer d'autres produits, ou donc c'est un peu le truc de d'apprendre à sélectionner, Ouais, où est-ce que tu mets ton énergie au final? parce Ouais. que le nombre de sollicitations qu'on a sur la fidélité, en fait, c'est sans fin le nombre d'outils que tu peux Oui, avoir. ouais. C'est c'est sans fin. Au final, c'est comment est-ce que tu peux, tu fais les bons choix au final? Parce qu'en fait, on a tous Ouais. 24 heures et comment t'investis au mieux de ton temps, quoi. Ouais. Ah, mais complet. Et faut pas se faire avoir par des stades de marché. Tu vois, nous, tout le monde dit l'email marketing, c'est hyper important, il faut y aller pleine balle, il faut tout segmenter, Ouais, c'est vrai pour plein de marques. Nous, on n'a pas de repeat. On n'a Ouais. pas de repeat. On vend, nos produits sont garantis 10 ans, on n'a pas d'accessoires, on n'a pas de repeat, quasiment pas. Ouais. Bah oui, on peut en faire. Mais en fait, la réalité, c'est que... En fait, tu peux. Le seul truc, c'est que tu vas courir, tu vas faire de la moto, mais. Ouais, tu peux faire un peu de cross-sell, Ouais, ce genre de exactement. choses. Mais tu vois, il y a une année où on a bourriné en mail, on Ouais. a fait plein de choses, on a bien segmenté, on a animé, on a... en fait, c'est un travail colossal pour récupérer quelques milliers d'euros à la fin. Oui. Alors qu'en fait. Bah en fait, si tu mets le temps humain qui a été mis derrière, il y a
aucun intérêt. C'est comme, tu vois, moi, c'est un truc qui m'avait toujours, que je garde toujours en tête. C'est 2000, je sais plus si c'est 2020 ou 2021. Cette année-là, on ne sort pas un post Instagram de l'année. Ouais. On fait plus de story, on fait plus rien, on fait rien sur Insta. On a fait x2 en chiffre d'affaires. Alors que tu vois, tu dis, ah quoi, t'es pas sur Insta, t'as pas de community manager, t'as pas tout ça. Bah non, j'ai pas de community Ouais, c'est manager. En ça. fait, Ouais. on a plus je pense que c'était 2020. Et sortie de Covid, il y avait plus personne. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, faut vendre. Bah ouais, bah, faire des stories Instagram, on verra plus tard. Déjà, on va vendre. Et en fait, tu fais x2 et tu vois, tu remets un peu en Ouais. perspective les trucs de tout le monde le fait, faut le faire. Oui, c'est ça, ouais. Au final, ton juge, c'est ton chiffre d'affaires et ton EBITDA, quoi. Ouais, et puis souvent, on oublie les basiques, quoi. Ouais. Déjà, commence à vendre. Enfin, tu vois, est-ce que vraiment sur la vente, t'es à un niveau poussé, t'es loin dans le process? Déjà, ça, c'est un bon truc, quoi. Non, mais c'est vrai. Et puis, toi aussi, sur le côté vente, toi, tu as aussi un marché spécial avec le B2B qui Ouais. représente quand même un gros. Ah, C'est quoi la répartition un bah, peu nous, habituelle? c'est. On fait. Alors, en chiffres, on va être autour de 55% en B2B. Ouais. En volume, c'est 75%. B2B. Ouais, Oui, parce que tu Tu vends beaucoup moins cher. beaucoup moins cher. Ouais. tu vends beaucoup, beaucoup moins cher. Donc, non, le B2B, pour nous, c'est la priorité, c'est la priorité absolue. Ok. Et comment, du coup, c'est quoi un peu les cycles de vente du coup du B2B? Enfin, comment ça se... Bah, t'as différents niveaux. C'est-à-dire que si tu t'attaques à des magasins, Mm. un magasin, tu prends nous, on prend les produits dans le sac à dos, on va au magasin, on parle, on présente, on le fait un peu à l'ancienne, quoi. Juste, tu pousses la porte, tu vas, tu présentes ton truc. Ça peut aller très vite. Ouais. Ça arrive de prendre des commandes sur place. Voilà, c'est en quelques jours. Les chaînes de magasins, ça prend beaucoup plus de temps. Il y a des chaînes qu'on a mis plus de 3 ans à signer, Ok. où tu te vois tous les ans, tu présentes, ah ouais, c'est pas mal, on verra, machin. Des fois, ça prend vraiment beaucoup de temps. Avec le même produit, tu es revenu 3 ans. Ouais, avec le Ouais. même produit, mais parce que ouais, ça dépend de l'acheteur, ça dépend de qui t'as en face. Enfin, il peut y avoir plein de choses. Ouais. L'idée, c'est de venir avec des nouveautés à chaque fois, mais bon, c'est pas toujours le cas. À l'étranger, nous, on travaille avec aucun magasin directement. On a toujours un distributeur, Ouais. importateur au milieu. Eux, ça peut aller très vite, comme ça peut prendre 6 mois, 1 an. Ça dépend de la taille. Il y en a qui veulent tester les produits avant, qui prennent leur temps. Il y en a, tu te vois sur un salon à l'international. La semaine d'après, ils te passent une commande de test. Puis ça marche, quoi. Ok, ouais. Il y a un peu de... Un peu de tout. Ouais. Mais grosso modo, c'est quand même assez lent. C'est-à-dire que signer un ou deux petits magasins de quartier, ça se fait. Mais vraiment, pour avoir cet effet de masse et de vraiment bien mailler le territoire, c'est relativement ouais. lent quand même. Mais c'est bizarre, vous êtes chez Decathlon, non? Ouais, on est chez Decathlon aussi. Ouais. Chez Decathlon, ça a mis combien de temps, par exemple? C'était long ou enfin... Ouais, Decathlon. Alors, Decathlon, on n'est pas allé les voir au début parce qu'on n'était pas prêt et qu'on voulait pas se griller auprès d'eux. Quand tu dis pas prêt, c'est... Bah, la marque n'était pas assez connue. Ok, d'accord. Parce qu'en fait, en magasin, les produits, ils sortent pas tout seuls des magasins. Ce qui fait sortir un produit du magasin, oui, c'est la qualité du produit en elle-même, c'est le packaging, que ce soit compréhensible, mais la plupart des magasins, il n'y a pas trop de vendeurs. Le client, il est un peu livré à lui-même. Oui, il vient, il choisit. Il regarde, voilà, de temps en temps, il va demander conseil, mais en vrai, c'est pas trop souvent le cas. Et donc, c'est vraiment important que la marque soit connue, que le produit soit connu. C'est ça qui va vraiment faire le sell-out, vraiment que le produit sorte. Et donc, si tu vas voir une chaîne de magasins en disant vas-y, prenez nos produits, vous allez voir, ça a cartonné, mais que derrière, il n'y a pas la puissance marketing, que les gens ne connaissent pas, et que ça ne sort pas, ils vont dire ok, on arrête. Et une fois qu'ils arrêtent, pour revenir, là, il peut se passer des années. Quoi. Okay. Donc, tu vois, une enseigne comme Decathlon, on a commencé à travailler avec eux fin 2020, mais magasin par magasin. Sortie de Covid, ils avaient des pénuries de stock. Nous, on avait du stock. Ah, en fait, Decathlon, c'est vraiment, tu vas avoir magasin par magasin. Tu n'as pas Alors, une centrale. Si, tu as une centrale. Les magasins, ils ont une toute petite marge de manœuvre. Ils peuvent faire venir des... Et il y a des années où il y a zéro marge de manœuvre, il y a des années où ils en ont. Mais typiquement, tu vois, les grands magasins de Paris, Nantes, Marseille, Bordeaux, Lyon, ils ont cette petite marge Tu vois, typiquement, un Decathlon à Marseille, faut bien qu'il achète le maillot de l'OM ou, tu vois, ou à Toulon, le maillot du RCT en rugby. Alors que d'un point de vue national, ça n'a pas forcément d'intérêt, tu vois. Et donc,
les magasins Decathlon, ils étaient un peu en galère de produits. Nous, on est allé les voir et donc on a fait plusieurs magasins avec qui on a travaillé directement. Ça a très très bien marché et on a fait ça pendant 1 an et demi et on a travaillé avec une trentaine de magasins Decathlon. Et au bout d'un moment, l'acheteur de la centrale a dit bah en fait on vous a vu, nous on les avait déjà contactés, mais le nouvel acheteur est allé voir et il a dit bah ouais il y a plusieurs magasins qui ont dit que ça sortait bien, on va vous tester, on vous prend au niveau de la centrale. Petit à petit ils ont augmenté les volumes et voilà ça s'est fait comme ça. Mais tu vois on a mis 3 ans avant d'atteindre un rythme de croisière. Et après, il n'y a jamais rien qui est acquis. Parce que tant que les produits sortent, ça va. Les produits sortent pas ou il n'y a pas de nouveauté, bah ouais, tu sais que de toute façon, c'est des cycles. Au bout d'un moment, ton produit va sortir ou il va. C'est pas évident d'avoir des produits intemporels sur, Ouais, c'est sur ça, toute la durée. Ouais. ok. Même sur vous, enfin, parce que vos produits, c'est quand même assez intemporel, je veux dire, là-dedans. C'est assez intemporel. Oui. Sur la partie vélo, c'est assez intemporel parce que la pochette qui protège de la pluie, Ouais. ce genre de choses, ok, pas de souci. Sur la moto, tu vois que le marché évolue petit à petit Ah, t'as quand toujours même. un peu des nouvelles innovations. Bah, tu vois, historiquement, la moto, c'est pareil, c'était des pochettes, tu mettais Ouais. ton téléphone dans la pochette, Ouais, machin. ouais. Là, maintenant, c'est plutôt le cas. Maintenant, il Ouais, t'as les faut. coques, non, Maintenant, c'est c'est ça, les l'intérieur. coques. Ouais, c'est ça. Exactement. Mm. Maintenant, c'est les coques. Et donc, tu vois, c'est quelque chose vers quoi on va aller dans les mois à venir. On en parlera. Ok, ouais. Parce que, en fait, bah, il faut suivre aussi un peu les tendances de marché. Et puis, selon les différents pays, t'as pas forcément les mêmes besoins. Donc, Ok, ouais, t'as pas les mêmes usages. ouais, t'as quand même des différences. C'est quoi Bah, tu vois, il y a vu- des pays, c'est typiquement en Espagne, en Italie, les pochettes qui protègent de la pluie. Oui. Oui, c'est vrai. C'est un petit marché, Ouais. alors que les coques, il y a que ça. Ok, ouais. Donc c'est là où il faut aussi, Faut s'aligner, quoi. Ouais, ok. ouais, faut s'aligner et c'est pas évident. Mm. C'est franchement pas Ok, évident. ouais. Et du coup, tu disais, en fait, il faut que tu sois connu pour que les gens viennent en magasin, etc. Mm. Donc, et comment parce qu'en fait, d'une certaine manière, en fait, ta marque, il y a tout qui se nourrit, en fait. Je veux dire, si tu fais de la pub sur Insta, sur Complètement. Meta, en fait, ça aide aussi le B2B. Ouais. Mais ça, comment je peux dire, comment tu prends tes décisions d'investissement dans ce cas-là? Parce que, tu vois, il y a un peu tout qui nourrit tout, mais du coup, c'est dur aussi à mesurer, quoi. Enfin, Ouais, ben nous on travaille avec une méthode qu'on commence à voir pas mal sur la partie omnicanal. C'est-à-dire que nous on va mesurer la performance online. Ouais. Et le but c'est d'être rentable sur le online. Et tout ce que ça va générer en offline, c'est du bonus. Ok, ouais. Et donc le but c'est de pouvoir dépenser le plus possible en online en étant rentable. Ok. Ouais. Parce qu'on sait que plus on va dépenser online, plus ça fera de la notoriété, de la visibilité et que les magasins en bénéficieront. Ok, ouais. Donc c'est un peu le jeu. Donc en fait, tu as des objectifs de marge sur Ouais. sur tes ventes. Enfin, vu que tu n'as pas de repeat, en fait, tu comptes pas là-dessus. Donc tes objectifs de marge, ils sont à chaque fois sur. À nous, c'est de l'acquisition pure. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est de l'acquisition pure. Et c'est vraiment. Ouais, il y a quand même un côté. C'est vraiment compliqué à mesurer. La performance online, elle se mesure. Après, d'avoir le vrai impact en magasin, c'est impossible. Celui qui le fera, il est multimilliardaire. La boîte qui trouvera la solution. Et en vrai, il n'y aura pas de solution parce que tu peux pas te brancher sur les sorties caisses de tout le monde. Tu peux pas. Donc. Mais on essaye de le piloter comme ça. Il y a pas mal de boîtes qui le pilotent de cette manière-là. C'est un bon compromis. C'est un bon compromis. Et après, en fonction des années, en fonction des catégories, parce que tu vois, on n'a pas les mêmes rentabilités sur la moto que sur le vélo. On n'a pas la même rentabilité en France qu'en Allemagne. Donc, en fonction, on pilote aussi à ça. Pourquoi t'as pas la même rentabilité en France et en Allemagne, par exemple? Parce qu'on est beaucoup plus connu en France. Ah oui, dans ce sens-là, ouais, ok. Ouais, en fait, tu vois la différence. Il y a plein de raisons, hein, mais on est plus connu en France, on est bien mieux distribué en France. Nos pubs, bah, c'est les Français qui les font, donc tu sens que culturellement, ça fit mieux. Tu vois, il y a tout ça qui fait que, et puis tout le temps et l'énergie qu'on a mis sur le marché français à faire des salons, à faire plein de choses, bah, en Allemagne, on n'est pas capable de le faire, quoi. Donc, donc ça, on voit la différence. Ok, ouais. Et du coup, j'imagine aussi avec la distribution, il y a quand même un gros enjeu de trésorerie. Ouais. Ça, comment vous pilotez? Enfin, c'est. Parce que du coup, en fait, si tu veux croître, en fait, tu dois. Je sais pas, c'est aussi que je sais pas, vous commandez quoi 4 mois à l'avance, vous les produits ou non? Enfin, non. 5 mois. 5 mois, ouais. Ouais, donc ça veut dire en fait, tu as toujours 5 mois de production. Ouais, sachant que tu as toujours un peu de stock tournant, donc tu es plutôt à 6-7 mois. Ouais, c'est ça. Ouais, ça c'est. En fait, on a eu 2 phases dans la boîte.
On a une phase où, pendant les 7-6 premières années, on a bossé avec un partenaire logistique et Ouais. financier, et c'est lui qui nous finançait. OK, d'accord, OK. Ouais, c'est pas une banque, Ouais. c'est vraiment c'est un business model assez particulier, qui est une boîte qui s'appelle Sodilog, qui est dans l'est de la France, que moi je connaissais d'une boîte précédente. Euh, et donc c'est eux qui nous finançaient, donc on était en BFR négatif. Donc en gros, tu peux réexpliquer du coup comment ça se passe? Ouais, en lui gros, par exemple, on a besoin d'acheter 100 000 Ouais, pièces. Donc lui, il va acheter ces 100 000 ouais. pièces. Une fois qu'elles sont prêtes, il les importe, il les Mmh. dédouane, il les stocke, il va les livrer à nos clients, il va OK. facturer nos clients, OK. il va encaisser nos clients. Et en gros, à la fin, s'il a encaissé 100, bah, il va enlever le coût des produits, Ouais. il va enlever le coût de la Ouais. logistique, il va enlever sa commission et il nous reverse le reste. OK, d'accord, OK. Voilà. Donc c'est un système qui est pas, qui en soi est pas donné. Évidemment, hein, de toute façon, quand tu as Oui, un service financement premium, évidemment tu le payes, tu vois. Enfin, c'est la logique des choses. Par contre, ça nous a énormément aidé parce que, tu vois, pour donner quelques Oui, chiffres, t'étais pas limité en trésor. 2019, on fait 300 000 de chiffres. Ouais. 2020, on fait 1 million. 2021, on fait 2 millions. 2022, on fait 3 millions. Bah, pour doubler 3 ans de suite, nous, l'EBITDA, à la fin, il n'y a pas 100% d'EBITDA. Donc, tu ne peux pas financer ta croissance. Oui. Ça ne marche pas. Donc, en gros, et c'est ça qui était cool, c'est que nous, on se dit, OK, on a besoin de 150. On était à 100, on a besoin de maintenant de 150. Bon, bah, on va mettre 160 ou 170 parce que ce 20 de marge, en plus, il est pour lui. Tu vois, si jamais, au lieu de vendre en 6 mois, on vend en 8, ouais, il va nous taper sur les doigts à juste titre, mais n'empêche que les produits, ils sont payés. Voilà, exactement. Donc ça, c'était assez. Ça nous a aidé à fond. OK. Ça nous a aidé à fond. Et c'est à quel moment que vous avez switché du coup? Là, cette année. Cette année, ouais. Ouais, on a switché cette année pour plusieurs raisons. D'une part, on est sur des croissances beaucoup plus faibles maintenant. On est plutôt sur du 10% de croissance. Ouais, OK. Bah, tu vois, 3 millions, 3 millions, 3 millions 3 millions 6. Donc, on est sur des croissances plus faibles, hein. Et quand tu fais 10% de croissance, bah, tu peux financer ta croissance. Et après, tu as aussi une question, t'as aussi un peu une question de flux et d'organisation interne. Ouais. C'est-à-dire que le but, c'est d'aller chercher de la croissance dans les années à venir, de restructurer un peu la boîte. Et c'est vrai qu'en travaillant avec lui, on a une partie des flux qui peut passer par lui, une partie en direct, avec ouais, du coup, Shopify, vous avez Amazon. des On s'en est sorti, on arrive à faire nos Ouais, ouais. dashboards, mais pour être très honnête, quand tu expliques le business à des gens extérieurs, typiquement à la banque, quand on a réemprunté de l'argent, ils n'ont rien compris. Mais ils n'ont rien compris parce que c'est incompréhensible. Ouais. Nous, on a mis plusieurs années à vraiment bien comprendre le fonctionnement, le modèle. C'est vrai que c'est assez complexe. Et quand tu es en phase de forte croissance, tu t'en fous. Le but, c'est de financer ta croissance et d'atteindre ce premier palier. C'est ce qu'on a fait. Et donc là, cette année, le but, tu vois, on planifie même pas de croissance pour 2026. Le but, c'est vraiment de structurer la boîte. Donc, on a mis en place un ERP. On a mis, tu vois, on a changé ERP, cabinet comptable, financement. Équipe qui est en train d'être aussi bien bougée et finaliser les nouveaux produits, tu vois. Donc, il y a un moment, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, cette année, nous, on choisit la structuration et pas la croissance. Tu peux pas tout faire la même année. C'est impossible. Donc, moi, faut c'est ce que choisir j'observe avec des clients, en fait. C'est qu'en fait, à un moment, tu leur dis, bah, en fait, là, en fait, c'est un moment, il faut prendre du temps pour structurer pour après aussi, comment je peux dire, passer le palier dessus, quoi. Parce qu'après, tu peux aussi toujours être en croissance, et après, tu te pètes la gueule parce qu'en fait, t'as pas anticipé certaines choses ou t'es pas stable. Exactement. Du coup, Et donc là, c'est pour ça que cette année, du coup, on repart sur un financement assez classique. Et effectivement, là, actuellement, on va avoir quasiment 500 000 $ de cam dans un bateau entre la Chine et la Belgique, ou les Pays-Bas d'ailleurs même. Et on a 350 000 de stock à Colmar, quoi. Donc là, on a en euros, on doit avoir 700 000 € qui sont sortis, plus l'argent qui est sorti chez les clients parce qu'il y a des délais de paiement. Ouais, c'est générateur. Il faut bien piloter parce que tu peux vite. Tu peux vite perdre la main, quoi. Enfin, oui. Tu peux te faire éclater. Tu peux te faire éclater très très vite. Très très vite. Donc c'est assez c'est assez chaud. Et donc en plus là, vu qu'on est en train de faire tous les changements,
nos dashboards sont pas aussi affinés que ce qu'il était Auparavant, quoi. auparavant. On avait notre PNL le 31 du mois, on savait notre PNL du mois, les stocks, on savait où ils étaient, quand est-ce qu'ils arrivaient, quand est-ce qu'il fallait commander. Tout était au cordeau. Là, là, on rechange tout et on rajoute le pilotage de la trésor. Ouais. Et le pilotage de la trésor, il y a des choses qui sont assez faciles à piloter. Toute la partie B2B, c'est relativement facile. Parce que tu sais qu'ils On payent connaît les X clients, on jours sait ce qu'ils après, font. ouais. Surtout qu'on est sur une année de stabilisation. Mm. Donc on sait à peu près ce que les gens vont commander. Sur la partie Amazon, c'est un enfer à gérer, la trésorerie. Ok. Un enfer. Parce que tu sais jamais. Parce que ça fonctionne, ils te déduisent plein de choses dans tous les sens. Enfin voilà, c'est géré par un robot, donc il suffit qu'il y ait une virgule qui change. Donc c'est assez dur de gérer Ok, les flux. C'est assez dur de gérer les flux. Et en plus de ça, toi, tu as ton chiffre d'affaires, tu as ce que tu vends au jour J, mais ta facturation, elle est faite. Tu vois, typiquement, la pub, tu la payes en décalé. Ah oui, ok, d'accord. Donc en fait, Ils vu t'enlèvent des trucs sur le mois. exactement, mais vu qu'on a une grosse saisonnalité, nous. Ouais. Par exemple, là, moi, je sais pas, en mars ou en avril, je vais commencer à bien vendre, mais je vais payer la pub des mois où j'ai quasiment rien dépensé. Et par contre, c'est l'inverse. Là, je paye la pub de Noël, alors que je fais des mois qui sont assez creux, déjà parce que c'est janvier, et en plus, il pleut depuis 40 jours de suite. donc, tu vois, Ok, ouais. et c'est assez complexe à modéliser, mais ça fait partie de Ça se fait, l'apprentissage, ouais. et puis ça va se faire. Mais donc ouais, très consommateur de cash. Et c'est pour ça que cette bascule, on l'a fait voilà, maintenant quand tu as une croissance plus stable, avant de repartir sur un prochain cycle. Ok, ouais. Et du coup, le lancement là, des nouveaux produits, c'est quoi un peu les cycles de développement tu vois, pendant ces nouveaux produits comme. Alors ça dépend. Là, tu vois, cette année, on lance des nouveaux produits sur le running. Ouais. Des petits accessoires, on a une nouvelle ceinture de running, Ok. nouvelle gourde, ce genre de choses. Ça, c'est des projets qui se développent, allez, on va dire en 3-4 mois. Tu as quelques allers-retours, mais c'est pas les produits les plus complexes, on les connaît bien, c'est des évolutions, donc ça se fait bien. La nouvelle gamme de support téléphone qu'on va sortir fin 2026, début 2027, celle-ci, c'est plutôt, tu as une grosse année de développement. Ok, ouais. Tu as une grosse année de développement. Parce que j'imagine, tu fais, vu que c'est du plastique ou les produits. Plastique, silicone, Ouais, c'est aimant, ça. métal. Et du coup, tu as des moules, enfin, tu dois. Et tout ça à Ouais. faire, quoi. Et donc, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que on a, nous, les idées. Ouais. On fait souvent un peu d'impression 3D à la maison, homemade, juste pour visualiser. Ensuite, on envoie à nos usines partenaires, et on a 2 chefs de projet partenaires aussi en Chine, Ouais. avec lesquels on développe, on va sourcer, on fait un peu tout ce travail-là. Et notre force, c'est que mon associé le gère en direct, ça, il est en contact avec les Chinois en direct. Il n'y a pas un bureau d'études au milieu. Et pareil avec notre ingé. Donc, tu vois, on fait nos 3D, on leur envoie et on échange directement comme ça avec l'usine. Et là, ça peut prendre beaucoup de temps parce qu'il y a des fois, tu trouves la solution tout de suite. Et il y a des fois, on galère, mais à fond, quoi. Ah oui, pour trouver le bon Ah truc. et tu vois, on a eu des idées produits par le passé. On n'a pas réussi à les faire. Soit parce qu'au final, le produit est cool, mais il sortirait à 500 balles, quand nous, on le voulait le vendre 50, donc aucune chance. Soit, techniquement, on ne sait pas comment le faire. Tu vois, là, la nouvelle génération de support, on a galéré à trouver. On savait ce qu'on voulait, hein, mais techniquement, on ne trouvait pas la solution. Ok, ouais. Et finalement, on a trouvé une solution avec, tu vois, au bout de, je sais pas, on a dû essayer entre 5 et 10 usines différentes de coques de téléphone pour voir s'ils pouvaient faire ce que nous on voulait faire et machin, parce que c'est un truc qui n'existe pas encore. On a galéré, et là, ça y est, on a reçu les protos définitifs des coques qui sont validés d'un point de vue technique, là, cette semaine, mais on n'a pas encore validé la partie design, enfin, extérieur, tu vois, esthétique, parce que là aussi, il va y avoir du boulot. Donc non, ça va être un projet, au final, entre les premiers protos et la mise sur le marché, il y aura eu 2 ans. Ok. Tu vois, ça sortira en février-janvier 2027. Donc c'est des cycles de développement assez longs. Et sur certains produits, c'est notre best-seller, le support téléphone pour vélo. Ouais. Ça a mis quasiment 2 ans. On a fait une première version, on cherchait, ça marchait pas, c'était moche, on n'était pas satisfait. Pendant
pendant 3, 4, 5 mois, ça a été un peu en jachère, il s'est rien passé. Et d'un coup, on a eu le déclic sur une nouvelle idée. Et là, ça s'est déroulé. Ok, Mais non, des fois, c'est long. Et puis, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle parce qu'en fait, quand tu es au tout début, tu peux lancer un produit qui est bon à 80%. Faut lancer, tu vois. Là, maintenant qu'on est installé, qu'on bosse avec les magasins, on peut plus se permettre de faire un produit qui est pas... Oui, tu peux pas aller voir Decathlon et au final... et avoir un truc qui est OK, mais pas ouf. Non, il faut que ce soit ouf. Et c'est ça qui est dur. Ouais, ok, C'est ça qui est ouais. dur. Parce que... Puis en plus, parfois, tu as des produits... Quand c'est des évolutions, ça se fait un peu mieux, tu vois. Mais quand c'est un nouveau produit, tu pars de zéro, la réalité, nous, ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on va lancer 1000 ou 2000 pièces, Ouais. on les vend, et ensuite, on regarde, tu vois. Ok, ouais. Parce que entre faire les tests aux consommateurs, à des potes, à de la famille, Oui, il y a personne qui va te dire le vrai. Et puis, ils sont tous un peu briefés à ta marque. Oui, c'est ça. Alors que de les vendre à des gens qui ont à moitié vu ce qu'ils achetaient et qui l'utilisent, là, tu as les vrais retours utilisateurs. Là, tu vois si les mecs, ils ont rien compris ou pas au produit. Tu vois un peu comment ils l'utilisent. Ah ouais, c'est... Et du coup, vous commandez 1000, 2000 pièces et après, seulement à ce moment-là, une fois que c'est validé, une fois que ça part, vous faites de la précommande, enfin comment vous... Non, on en lance 2000, on les Ouais. vend. Mais du coup, en B2C ou... Ouais, souvent c'est qu'en B2C, ou alors à certains distributeurs, Ouais. on leur dit, voilà, t'as On t'en une file petite 500, série, enfin, 200. exactement, je t'en file 500, et voilà. Ce qui est bien, mais ce qui veut dire qu'en fait, ton lancement, tu le fais sur 2 ans, parce que ta première série, elle arrive pour le début de saison en février-mars. Si tu vends tout, bah, le temps d'en refaire, ça arrive en septembre, c'est fini, quoi. Ouais, ok, ouais. Mais au moins, tu t'évites, Tu dérisques quand même, tu quoi. dérisques. Ouais. Ok. Et du coup, tu me disais, votre objectif, donc là, c'est une année de stabilisation. Après, vous voulez passer d'ici 3 ans, hein, les 10 millions à peu près. Ouais, ça va être le but. Ce sera le but. Qu'est-ce que vous allez changer dans votre organisation interne pour y arriver? Ouais, bah on change pas mal de choses parce que donc en gros le contexte c'est quoi? C'est que là on arrive à une taille où une bonne année on fait 4, une mauvaise on fait 3. Ouais. On est rentable, c'est cool, mais en fait tu sais très bien que ce plateau-là il peut tenir 2, 3 ans, 4 si tu as de la chance. Après c'est sûr t'es mort. C'est sûr, on sera Donc, trop petit, on n'arrivera pas. Tu peux pas rester à un plateau comme ça pendant 20 Donc, ans. c'est en gros, soit tu vends ta boîte, soit tu... Ouais, mais vendre une boîte qui fait 3-4 millions de Ouais. chiffres. Tu vas pas, enfin la réalité, et puis encore plus en ce moment, ça va pas aller bien loin. Ouais, Donc c'est pas le plus intéressant. Et en plus de ça, tu vois, d'un point de vue intellectuel, on sent qu'on a plein d'idées, on en a. Oui, t'as envie de le... J'allais dire, on en a sous le capot, tu vois. C'est quand tu m'en as. Mais je sais pourquoi je dis ça du coup, tu vois. Donc on a envie d'aller plus loin et effectivement on se dit bah voilà, faut passer un cap et ce cap il se passe de plusieurs manières. La brique la plus importante pour nous c'est la partie produit. On avait besoin de changer cette gamme de produits pour être, on va dire, un peu plus compatible pour les besoins internationaux. Ouais. Et donc les coques de téléphone notamment. Et tu vois, de pouvoir intégrer la charge à induction dans nos supports, de pouvoir intégrer pas mal de choses qui sont en train d'arriver. Tu vois, tout ce qui est induction, ça prend de plus en plus de place en Ouais. Europe. Ça a mis du temps à démarrer, mais ça arrive. Il y a la nouvelle génération de chargeurs qui va charger ultra rapidement, qui arrive aussi. Donc tout ça, c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc c'est vraiment, il y a la brique produit. Et en fait, on sait aussi que 4 millions, tu peux les faire en bricolant, tu peux les faire en étant un peu bourrin, même s'il y a des petits manquements d'orgas de temps en temps. Nous, on est hyper bourrin, tout est processé, il y a des automatisations partout. Ça passe, il n'y a pas de problème, ça passe, sans que tout le monde ait bossé et a bossé 60 heures par semaine. Donc ça, pas de problème. Mais 10 millions, c'est quand même un cran au-dessus. Et donc, il faut structurer l'équipe. Et c'est pour ça que on a déjà identifié les briques, la brique e-commerce, la brique Amazon, la brique contenu, la brique création de produits. Et en fait, même si parfois là on a encore des freelances à certains postes, en fait c'est qu'une étape pour après vraiment les internaliser. Et les 10 millions, le but ce sera plutôt d'être 10 que d'être 6. Quoi. Vraiment 10 CDI en nous comptant nous, quoi, 8 CDI nous. Quoi. C'est ça, Donc en gros, voilà, 1 million par tête. Mais voilà, il faut le jauger, il faut le faire doucement parce que si tu fais d'abord les 10 personnes et que au lieu de le faire en 3 ans, tu le fais en 5, tu te loupes. Et parce qu'après, il y a aussi
parfois, en fait, c'est que tu peux pas te permettre non plus d'avoir des tranches un peu intermédiaires où tu as enfin, qui, qui apportent moins de valeur. Enfin, je sais pas comment dire, ou qui sont pas tout de suite. Comment je peux dire bah, si tu prends un manager, en fait, le manager, il va pas t'apporter plus de cash, tu vois. Il va peut-être te donner plus de. Ouais, les fonctions support, Ouais, exactement. les Ouais, fonctions pardon, je support, elles cherchais sont assez, ouais, elles sont assez compliquées. Et c'est pour ça que même ce cap d'aller chercher 10 personnes dans une boîte, c'est là où c'est pas évident, mais c'est aussi comme ça qu'on construit. C'est-à-dire que Luna et Chris qui sont chez nous actuellement, c'est aussi, on se dit que ça va être eux les managers en devenir et qui ils vont pouvoir avoir leur équipe. Ouais. Et donc, sur une structure à 8, 10, 12 personnes, ils pourront faire à la fois manager et à la fois garder les mains dans le cambouis. Exactement. Parce que tu peux pas te permettre d'avoir un Non, mais c'est senior clair. qui manage et qui est pas foutu de Ouais, faire non, de l'opérationnel, exactement. quoi. Ouais. Et ça, effectivement, jusqu'à 15 personnes, 15-20 personnes, on verra. Ouais, non, On c'est verra. ça, La chance qu'on a aussi, c'est que d'une part, on optimise bien et qu'on on optimise aussi très très bien la partie produit. Et donc, tu as une grande partie des produits qui sont communs les uns aux autres. Ok, ouais. Donc, ça donne beaucoup de synergie, que ce soit sur la partie développement, mais sur la partie achat, sur la partie marketing aussi. Ouais. Tu arrives à faire pas mal de choses sans trop consommer de ressources financières et humaines. Ouais. Ouais, ok, ouais. Et du coup, là, vous les avez déjà identifiés, les postes et tout, ou comment tu. Ouais, là on sait où on a vraiment besoin d'aide, clairement. C'est-à-dire que sur le contenu, on aura besoin d'une deuxième personne en plus à temps plein. Sur Amazon, on va rajouter une brique freelance pour l'instant à temps plein, mais ce sera sûrement internalisé après. On sait que après, pareil, sur la partie commerciale en export, moi j'aurais besoin de quelqu'un. Ouais. Parce que typiquement, tu vois, ça, en orga, c'est un truc qui est toujours un peu pénible. Sur les salons, quand je pars 2 ou 3 semaines pour les salons, je peux pas faire le reste, quoi. Et puis, c'est pas à 22h que je vais checker l'acquisition Ouais, c'est et ça, voir ouais, comment ouais. j'ajuste mes budgets, quoi. La réalité, elle est là. Donc ouais, on a bien visualisé là où on veut aller et la vitesse à laquelle on ira dépendra aussi de la vitesse d'adoption des nouveaux produits. Ouais, c'est ça, Ouais. ouais. Donc, tu vois aussi les choses progressives. Donc, en fait, tu vas pas recruter les 10 personnes tout de suite, quoi. Non, et franchement, on s'est pas mal cherché les 2 dernières années. Enfin, c'est pas mal cherché. On a beaucoup réfléchi les 2 dernières années parce que, bah, tu sais ce que je disais, on a fait 3 millions 3 millions 6, rentable, sans problème de cash. Enfin, tu vois, oui, c'est un peu dur parce que le contexte, il est dur, faut se battre. Mais on était sur la lancée. Et là, donc on a pas mal réfléchi à tout ça. Et là, c'est vrai qu'on a une vision assez claire. On sait ce qu'on va sortir en produit sur les 3-4 prochaines années. Et on sait quel poste on doit ajouter. Et après, il y aura sûrement des choses sur lesquelles il faudra appuyer. Tu vois, il y a des sujets qui sont encore assez flous, c'est l'international. Ouais. On vend à l'international, on en fait un peu. Mais c'est ridicule par rapport à ce qu'on fait en France. Si on était aussi fort en Allemagne qu'en France, le chiffre il serait x2 ou x3, tu vois. Ouais, ok, ouais. Donc, et ça, par contre, tu vois, typiquement, des pays comme ça, c'est des problématiques auxquelles on réfléchit, mais on les a pas encore bien adressées. Est-ce qu'on prendra un country manager? Est-ce qu'on prend... Ouais, c'est ça, ouais. il y a Des plein de- équipes globales. Enfin, Exactement. ouais, Tu vois, sur l'acquisition, comment tu localises tes pubs Ouais, c'est et ça, ta ouais. création de contenu. Il y a pas mal de choses. Mais je pense qu'il faut pas non plus surintellectualiser le truc. Tu as des opportunités. Tu vois, en Allemagne, il y a 4 ans, moi j'avais rencontré un mec qui nous a aidés au début, qui était un champion du monde de VTT. Ok. Le mec nous a aidés. Il connaissait tout le monde. Il faisait des volumes, mais c'était énorme. Je me suis dit, bah, c'est bon, l'Allemagne, on est lancé. Dans 6 mois, on l'embauche. Bon, le mec était entrepreneur, il a lancé une putain de boîte qui cartonne. Il a arrêté de bosser avec nous, tu vois. Bon, mais t'es jamais à l'abri d'opportunités. Donc, on n'est pas là à se dire le plan est ficelé. Oui, c'est ça, non, ouais, non. ouais. Là, on sait la gamme de produits, on connaît les fonctions un peu essentielles dont on a besoin pour grossir. Après, un peu de surprise. Ouais, tout à fait, ouais. Ce qui est intéressant, c'est que tu développes aussi, tu parles beaucoup d'Amazon.
Ouais. Ouais. Comment ça t'est venu de parler de ce sujet-là? De t'être pris pour passion pour Amazon? Enfin, c'est quoi le... Il y a plusieurs choses. Il y a un côté Amazon, je trouve ça fascinant. Ouais. Tu as un côté un peu jeu, tu vois, c'est gamifié, où tu fais des actions et dans la semaine, tu peux voir les résultats. Ok. Dans la semaine, tu vois si tu montes dans les classements. Puis tu as ce côté classement, ranking, Ok, ouais. tu vois, où tu es... Top 1 des ventes. ouais, Top, numéro 1 des ventes, ouais, et puis tu es sur tel mot-clé, je suis numéro 3 et machin. Donc tu as un côté un peu gamifié. Il y a un côté, ça c'est mon côté très vénal, mais il y a un côté business, Ouais. pur et dur de chiffres. C'est-à-dire que Amazon, quand ça déclenche, quand ça se déclenche, quand ça cartonne, ton chiffre, pouf, il explose. Nous, on n'aurait jamais fait la croissance qu'on a sans Amazon. Ouais. Donc il y a quand même ce truc-là de c'est un outil hyper puissant. En face de ça, tu as un côté où c'est un outil, mais horrible. Amazon, dès qu'ils peuvent te carotte, ils te carottent. Enfin, Ah donc, ouais. tu vois, c'est un peu ce truc-là de c'est je t'aime moi non plus, tu vois. Ouais. Mais j'encourage tout le monde à y aller, tu vois. Oui, je suis critique envers Amazon très souvent, la plupart du temps, j'espère à juste titre. Mais c'est un outil qui est formidable pour se développer, notamment à l'international. Et c'est un outil qui est assez... c'est un peu à l'image d'Amazon, c'est-à-dire que c'est moche, c'est mal foutu, mais ça fonctionne hyper bien. Ouais. Et donc, quand tu es côté marque et côté back-office, si tu connais pas, franchement, c'est particulier. Ok, ouais. C'est pas difficile, c'est juste que tout est... Tout est un peu éclaté, ouais. ouais, et puis il n'y a pas d'élément de comparaison, tu vois. Ouais. Donc, c'est assez dur de prendre le truc en main. Et moi, je prends beaucoup la parole sur Amazon aussi pour des raisons. En fait, il y a pas grand monde qui parle de ce sujet-là. Je crois que je suis la seule marque à prendre la parole sur Amazon en France. Ouais. Tu dois avoir une dizaine de personnes qui parlent d'Amazon dans l'espace francophone. C'est 9 agences, grosso modo. Ouais. Et les agences, il en faut. Il y en a des très bonnes, il y en a des moins bonnes. Il y en a qui disent des dingueries aussi, parce qu'elles sont là pour vendre leur sauce. Il y en a qui sont là pour vendre la sauce d'Amazon, parce qu'Amazon oriente les agences pour vendre certains produits ou certaines choses, certaines manières de faire. Et bien souvent, les intérêts de la marque et d'Amazon sont alignés, mais parfois, c'est pas le cas. Donc, je me suis dit, à force de voir des choses qui me plaisent pas ou qui sont pas vraies, je vais prendre la parole là-dessus. Et en fait, je me suis un peu pris au jeu pour 2 raisons. Enfin, pour 3 raisons. La première, c'est que j'adore transmettre. C'est un truc qui me plaît. Je fais de l'enseignement à côté. Donc, il y a plein de choses à faire et ça, c'est cool. La deuxième, c'est que ça me permet de rencontrer et d'échanger avec des marques de toute verticale, de tout horizon. Tu vois, ça m'arrive de faire des sessions soit d'échange, soit de coaching avec des marques qui se lancent, qui font 0 €, comme avec des groupes qui font 1 ou 2 milliards. Ok, ouais. Et c'est d'une richesse pour moi qui est incroyable. Et puis ça va de chocolat à des jeux de société, à des produits pour bébés, à des produits pour personnes âgées, de l'hygiène, de la santé. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est non, mais vraiment... c'est une connaissance du marché. Enfin, moi, c'est comme connaissance... moi le podcast. Hein. Ouais, voilà. Intellectuellement, ça te nourrit, quoi. Et le troisième point, c'est que j'ai pas envie d'être le cordonnier mal chaussé. Et donc, ça m'impose aussi d'être carré sur ce que je fais pour ma propre marque. Parce qu'en fait, la grande majorité du contenu que je fais, je le tire aussi de ma propre expérience. Et donc, ouais, en fait, ça nous a fait progresser aussi. Pour Shapeart, ça m'a fait progresser parce qu'il y a des choses... Puis c'est con, mais quand tu expliques quelque chose à quelqu'un, déjà, tu l'intègres mieux toi. Et puis, ça fait tilt des fois sur ah putain, mais attends, eux, ils m'ont fait penser à un truc, je vais le tester aussi chez moi, et tu découvres des choses. Donc ouais, je fais pas mal de contenu LinkedIn newsletter et un événement en physique sur Paris une fois par an, et tu vois, qui est concentré pour les marques. Mais en fait, on parle pas que d'Amazon, on parle de tout, et c'est ça qui est génial en fait. C'est ça qui est génial. Et moi, il y a des marques que j'ai aidées sur Amazon, qui m'ont aidé sur Shopify, qui m'ont filé des contacts sur du financement, qui m'ont filé... Et en fait, c'est ça la beauté du truc. Je pense... C'est l'entraide aussi, quoi. Ouais, toute la partie réseau, elle est hyper importante. Ouais, trop cool. On va passer aux questions de la fin. Allez. C'est quoi la pire erreur de management que tu as faite? La pire erreur de management, ou celle qui t'a appris? Non, c'est mon erreur principale, c'est pas assez de feedback, moi. Ok. Quand je suis... en fait, si ça passe pas, si ça passe mal, si je suis pas content, j'ai plutôt
tendance à prendre du recul Ouais. et Et à pas le dire et à pas le dire et puis à un à moment tu délaisser un peu la ouais. personne plutôt que de rentrer dedans direct. Ouais, 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 je suis, ça c'est l'erreur, ouais. number one chez moi. Je la corrige Tu petit l'as à fait. Ouais, petit, j'y c'est ça. arrive, Tu mais travailles tes conscients là. ouais, 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 ouais. ouais. Voilà, C'est la première étape, hein. ouais, Ça, ouais. Ouais, au moins ça va, je suis pas en mode, je vais te harceler et ouais, ouais. je vais te mettre une pression de fou et justement, je te laisse trop seul et un peu OK, trop, ouais. quoi. Comment toi tu gères ton temps? Je gère mon temps, sur une journée, priorité absolue, c'est de faire ma séance de sport. Ouais. Généralement, je la fais le matin de 6 à 7. Heu, de, de voir mes enfants dans la journée Ouais. et ma femme accessoirement aussi. Et après le reste, c'est le taf. Ouais. Et comment tu te mets des blocs et tout pour voir, tes enfants et tout? Comment tu te Non, en fait, c'est pas je mets pas forcément des blocs, ouais. ça va dépendre des périodes et puis quand tu as des déplacements et Ouais, ce c'est genre ça, de choses, oui, tu pas non, le c'est choix. ça. Mais en gros, déjà, je bosse jamais le soir. Ouais. À l'ordi, c'est rare. Franchement, c'est très rare. Si je rouvre l'ordi, après, on va dire, 18h30, 19h, c'est soit pour bosser sur du contenu, écrire des trucs, la newsletter ou Ouais, machin, ouais. mais vraiment sur Shapeart pur et dur. Moi, je commence tôt le matin. Déjà, à partir de 16h, c'est beaucoup de coups de fil, Ouais, ouais. c'est les clients, c'est ce genre de choses. J'arrête de produire, franchement, après 16h. Mais non, je me fais pas forcément de blocs, ça dépend. J'essaye de 2-3 fois dans la semaine, j'essaye de me mettre des blocs en mode full exécution. Ouais. Mais non, ouais, que ce soit moi ou mon associé, on est un peu pareil, on bourrine, quoi. Ouais, ouais. Je m'en bourrine. C'est... OK. Est-ce que tu as un livre ou un contenu qui t'a marqué dernièrement et que tu conseillerais? Je consomme énormément de podcasts. OK. J'en consomme énormément, de tout. Alors assez business quand même, beaucoup de podcasts, business. Hem, sur les livres ou sur les, C'est quoi le podcast dernier là qui t'a marqué? il y en a un que j'ai bien aimé, c'est un podcast de, Rhodes, Mmh. l'agence, social media, avec, Hugo de Flytex, OK. qui est un mec que j'ai croisé en plus, quelques jours auparavant comme ça, on a échangé vite fait. Et c'était cool la manière dont il est. On a trouvé plus bourrin que nous, quoi. Lui, sur la partie création publicitaire, c'est vraiment un bourrin level 1000. OK, ouais. Et franchement, c'était intéressant. OK, ouais. Trop bien. Tu vois, ça peut être des podcasts comme ça, et Ouais. puis après des podcasts un peu plus dev perso, tu vois, du Modern Wisdom, Génération Do It Yourself, que j'aime bien aussi. Ouais. En francophone, Le Panier, Ouais. sur la partie e-commerce, que j'écoute beaucoup. Voilà, ça dépend, mais ouais, beaucoup de podcasts. Lecture, ça dépend un peu. Les bouquins business, j'en suis un peu revenu. Ouais. Ouais, c'est... Non, mais t'as des incontournables, mais ouais, je trouve que les nouveautés, c'est Ouais, c'est pas pas... toujours fou. C'est plus des bouquins pour que l'auteur se crédibilise Ouais, que pour apporter ouais, beaucoup de pas de contenu. Et surtout, souvent, le bouquin, c'est résumé de ses podcasts. Ouais, Donc, ouais, non, ouais, très podcast. OK. Est-ce que tu as une boîte dont tu aimerais voir, comment elle est organisée de l'intérieur? Euh... Ah, c'est une bonne question, ça. Il y a plein de boîtes que je kiffe, mais de voir comment ils sont organisés. C'est ça l'avantage aussi avec les échanges que je Ouais. fais, c'est que je vois comment certains grands groupes sont organisés. Ouais. Comme ça, non, j'ai pas d'exemple qui me viennent. Non, pas de Ouais, pas de je souci. te dis si ça me ça va marche. travailler en attendant. Super, bah, merci, pour le temps. Merci d'avoir partagé tout ça. Avec grand plaisir. Où est-ce qu'on peut te suivre? Le plus simple, c'est LinkedIn. OK. Ouais, c'est Très cool. LinkedIn. Alors même si c'est beaucoup de contenu marketplace, mais pas hésiter à m'écrire. Je réponds quasiment à tout le monde, même si la Trop bien. messagerie elle est pourrie. Vraiment, je réponds bien. Mais ouais, c'est LinkedIn. C'est là où LinkedIn et newsletter, c'est les deux endroits où je poste pas C'est mal le de plus mes actif, ouais. expériences. Ouais, et puis là où je lis pas mal de choses sur Shapeart. Ouais. Trop bien. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Allez, à bientôt. Ciao. Salut. Si vous êtes resté jusqu'à maintenant, c'est que l'épisode vous a plu.
Donc n'hésitez pas à donner une note 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée ou de liker la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. Pour suivre l'actu du podcast et les coulisses, vous pouvez suivre la page Instagram de Sous le Capot ou me suivre sur LinkedIn. À très vite.